Bonjour à tous, donc il est 14 heures. On va pouvoir attaquer donc cette webconférence sur la thématique de l'évolution du paysage de la radioprotection par rapport à la transposition de la directive européenne. Avant de démarrer, quelques petits rappels donc sur les règles de vie pendant cette session. Donc on vous demandera d'avoir les micros coupés dès le début de la classe. Donc j'ai possibilité moi de rendre tout le monde muet, sauf les personnes qui sont directement sur leur combiné téléphonique, où donc on est susceptible d'entendre ce que vous dites. Si vous avez possibilité de couper vos micros directement de vos téléphones, ben, n'hésitez pas à le faire. Il faudra juste penser à le remettre au moment de la série de questions-réponses qu'on aura à la fin. Mais voilà, essayez d'avoir le micro le plus coupé possible. Donc d'utiliser le chat aussi pour poser une question ou demander la parole. Jean-Baptiste, qui est avec moi également, regroupera toutes les questions que vous aurez mis directement sur le chat et pourra me les retransmettre pour pouvoir qu'on puisse y répondre par la suite. Un respect et bienveillance de chacun par rapport aux éléments de discussion qu'on pourra avoir par la suite. Pas de discussion en dehors du groupe et surtout n'hésitez pas à participer et partager vos expériences sur la fin, les retours que vous pourriez avoir sur un sujet qui, à l'heure d'aujourd'hui, va nous concerner très prochainement avec beaucoup de nouveautés. Donc, c'est le but aussi de pouvoir échanger sur certaines thématiques liées à la radioprotection. En cas de déconnexion, vous pourrez tant que la session n'est pas fermée, vous pourrez vous reconnecter sur notre plateforme. Donc en cliquant sur l'onglet formation et après il y a une touche sur le côté relancer. Directement, vous pourrez réintégrer directement cette webconférence. Un petit rappel donc sur les domaines d'expertise de la société C2I Santé. Donc on est un bureau de conseil et d'études en radioprotection principalement et en physique médicale. On est également organisme de formation donc enregistré sur le Datadoc donc pour les remboursements auprès des organismes financeurs, avec principalement notre formation de personnes compétentes en radioprotection où nous sommes certifiés en tant qu'organisme de formation et toute une série de formations dédiées au secteur de l'imagerie médicale. Un applicatif métier pour la conformité des établissements, donc radioprotection, physique médicale, IRM, donc, qui s'appelle XView. On est également un organisme agréé par l'autorité de sûreté nucléaire pour la réalisation des contrôles de radioprotection, qu'ils soient internes ou externes. Et on a mis en place, tout récemment, c'est peut-être quand même le début 2017, les contrôles qualité interne en imagerie médicale pour la partie rayon X, principalement pour la radiologie interventionnelle. Un bureau d'études également pour tout ce qui concerne les règles vis-à-vis des installations radiogènes, où on vous assiste et on peut vous aider à la mise en place donc, des rapports techniques pour la conformité de vos locaux et également l'édition des notes de calcul qui permet de déterminer les protections biologiques. Et enfin, toujours dans le domaine de la prévention des risques, tout ce qui concerne l'accompagnement pour l'exploitation de vos IRM dans le cadre de la prévention des risques professionnels vis-à-vis des champs électromagnétiques. Donc, votre présentateur, donc, ce sera moi-même, Pierre Framonteras. Donc, je suis entre autres responsable de la veille réglementaire chez C2I Santé et je suis également formateur de personnes compétentes en radioprotection. Donc, sur cette évolution du paysage de la radioprotection, donc l'objectif aussi de cette webconférence pour nous, c'était aussi de faire un petit point avec vous sur les futures nouveautés réglementaires qui seront susceptibles d'apparaître. Parce que un petit avant-propos, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, c'est vraiment qu'à l'heure d'aujourd'hui, aucun décret n'a été publié à ce jour. De ce fait, tous les éléments qu'on va pouvoir dire dans cette présentation sont susceptibles d'évoluer ou de ne plus correspondre après publication officielle des décrets au journal officiel de la République française. Donc en gros, on va parler beaucoup de conditionnels sur ce qu'il peut avoir. Et pareil, au niveau de mes réponses, ça sera toujours au conditionnel. Ça peut évoluer en fonction de la publication des décrets et de ce qui sortira réellement derrière. Donc voilà, un petit point de vigilance sur cette partie-là. J'en profite également parce que c'est les premières questions qui arrivent en général, donc je préfère comme ça apporter la réponse de suite. C'est quand est-ce que ces décrets seront publiés? Donc à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est 3 décrets. Le décret sur le code du travail, c'est celui que je vais vous présenter. On a eu certains éléments, donc on va pouvoir vous apporter un début de réponse, même si ça peut ne pas correspondre et évoluer avec le futur décret qui va apparaître, mais au moins ça vous donnera une idée. Donc ça c'est pour la radioprotection donc des professionnels, des travailleurs. Il va y avoir aussi un décret lié au code de la santé publique, donc tout ce qui touche directement le patient et le public.
et le code de l'environnement également qui est en cours de modification. Donc c'est ces 3 décrets-là qui normalement devront paraître en même temps. Les derniers retours, donc c'est les bruits de couloir, on peut dire ça comme ça, c'est qu'il y a de nouveau un blocage sur certains décrets jugés un peu au-dessus, donc au niveau du gouvernement comme surtransposés. Donc après le terme de surtransposé, chacun peut l'interpréter comme il veut. En gros, on serait peut-être allé un peu trop loin, paraîtrait-il. Et de ce fait, donc la publication serait pour, après quelques changements, possiblement, hein, c'est toujours pareil, c'est du très conditionnel, c'est vraiment du bruit de couloir, pour fin du premier semestre, pour une mise en application au 1er janvier 2019. Voilà, ça c'est pour les dernières nouvelles qu'on a eues sur ce sujet-là. Par rapport un peu à la présentation quand même d'aujourd'hui, pour vous donner les premiers éléments qu'on a eu en retour, donc déjà le contexte, un petit rappel de pourquoi il y a cette transposition et ces nouveaux décrets qui vont arriver. On va surtout se concentrer sur le code du travail, parce que ça nous concerne en tant que personne compétente en radioprotection. Ensuite, de l'évaluation du risque à l'organisation de la radioprotection, ce qui va changer. À l'heure d'aujourd'hui, on répond à des missions. Demain, il y aura toute une démarche à respecter. Et enfin, certaines nouveautés qui vont nous impacter, des choses comme les radons, comme les modifications des limites réglementaires. On pense de suite, pour ceux qui ont eu leur formation PCR assez récemment, la limite du cristallin. On en entend parler depuis un moment, donc depuis 2013. C'est vrai qu'on dit, bon, ça va un jour sortir. Bon, c'est censé sortir avec le nouveau décret. Et à la fin, on finira par une session de questions-réponses. Donc, au niveau du contexte, donc, on a eu une directive donc, européenne qui date du 5 décembre 2013 et cette directive européenne, donc applicable dans tous les pays de l'Union européenne, devait être transposée avant, si je ne me trompe pas, hein, à quelques jours près, le 6 février 2018. Donc on a du retard à ce niveau-là. Donc cette transposition passe par un nouveau décret relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus au rayonnement ionisant, ce qui annulera et remplacera les différents décrets, dont le principal, celui de 2007, qui a mis en place un petit peu, bon, que celui de 2003 puis celui de 2007, toute la radioprotection, sachant qu'il y a eu des décrets qui ont entraîné quelques modifications au fur et à mesure, mais voilà, les 2 gros derniers décrets qui ont impacté vraiment le code du travail sur la radioprotection, c'est celui de 2003 et de 2007. Donc, un petit peu la philosophie de ces décrets, de pourquoi ça a été mis en place. Donc, l'objectif de la DGT, c'était d'harmoniser les réglementations liées au rayonnement ionisant avec le droit commun. C'est-à-dire, hop, juste faire attention. Hop, je coupe les micros. Excusez-moi. Donc, c'était d'harmoniser avec le droit commun. Donc, en gros, la Direction générale du travail, dans des rapports que j'avais eus avec les personnes, disait que l'objectif, c'était de remettre un petit peu en harmonie toutes les démarches de prévention du risque, c'est-à-dire que on doit gérer le risque rayonnement ionisant, le risque chimique, etc., à peu près de la même manière, sous la même philosophie. Donc, l'objectif du décret, c'était de réharmoniser tout ça avec tous les autres risques. Simplifier le dispositif aussi, le discours que j'ai eu un petit peu, c'était de fournir à l'employeur une boîte à outils pour la mise en place de sa radioprotection et sa démarche de prévention des risques liés au rayonnement ionisant. Et enfin, c'est de redonner du sens aussi aux vérifications réalisées par la personne compétente en radioprotection par rapport à ses missions et par rapport à son activité, à ce qu'il joue comme rôle dans cette démarche de prévention des risques. Donc avec vraiment 4 parties, le fait de renforcer l'effectivité des mesures de prévention des risques pour les travailleurs, de globaliser l'ensemble des risques professionnels, comme je disais, d'avoir une harmonie, qu'elles soient toutes à peu près identiques, de graduer aussi les exigences au regard de l'ampleur du risque. En gros, c'est d'éviter de demander la même chose à un chirurgien dentiste qu'à une centrale nucléaire, pour faire très simple, si on veut grossir un petit peu, et d'adapter les mesures de prévention dans tous les secteurs d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise. Cela passe déjà par, on le verra tout à l'heure, une évaluation des risques, on en reparlera un tout petit peu tout à l'heure également, donc qui nous permettra d'identifier le risque sur des bases liées au départ documentaire, de prendre en compte, on le reverra également un peu plus tard, le radon, parce que ça c'est une partie qui était un peu manquante, qui existait déjà, mais qui était un peu manquante dans le décret actuel, où il faut vraiment prendre en compte le radon, de déterminer aussi les mesures de prévention et les moyens de protection, et de déterminer les conditions d'emploi et de classement.
des travailleurs. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et enfin, sur cette organisation, ce décret permettra de bien définir une organisation et les modalités de mise en place des mesures de prévention, les acteurs, les moyens et le délai. Sur les discours qu'on a eus quand on discute avec les différentes autorités, donc on a deux cas. On a bien sûr l'autorité de sûreté nucléaire, qui est quand même les personnes qui contrôlent la sûreté nucléaire en France, et la Direction générale du travail. En discours un petit peu qu'on avait eu, donc c'est toujours pareil, c'est des retours oraux que nous avons eus. Pour l'autorité de sûreté nucléaire, on a une organisation à mettre en place au niveau de la radioprotection dès lors que l'on accède à une zone réglementée. Si on accède à une zone réglementée, c'est qu'on est susceptible d'avoir un risque. Surtout que dans le domaine médical, c'est vrai que le risque, on arrive sur du générateur à rayon X, on a souvent une notion d'intermittence, je pense scanner, cabine, radiologie. On dit qu'on rentre dans une zone réglementée, mais on ne sera pas forcément exposé. On est susceptible d'avoir une exposition et de se lever le risque existant, donc on met en place une organisation autour de ce risque. Pour la Direction générale du travail, c'est plutôt adapter les mesures et les moyens en fonction de la nature et de l'ampleur du risque, si le risque est avéré uniquement. Donc, en premier lieu, on avère le risque. Si le risque est avéré, on met en place des mesures et des moyens en fonction de cette nature du risque. Voilà un petit peu pour le contexte. Pour la seconde partie, donc de l'évaluation des risques à l'organisation de la radioprotection. Donc la démarche initiale, qui sera le début au départ, donc pour savoir ce qui doit être mis en place dans un établissement, tout partira d'une première évaluation dite documentaire, donc sur la base d'études, de documents qui pourraient être fournis par un installateur ou autre, qui permettra donc de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle. Donc VLEP, c'est valeurs limites d'exposition professionnelle, qui sont les limites à ne pas dépasser pour pouvoir pourra être considéré comme travailleur exposé par exemple. Ou également s'il y a un accès en zone réglementée. En fonction des cas, si on n'a pas de dépassement, on va prendre le plus simple, si on n'a pas de dépassement de nos valeurs limites d'exposition professionnelle, ça veut dire qu'on est en dessous des 1 millisievert corps entier, 15 millisievert au niveau du cristallin et 50 millisievert, sachant que ces valeurs-là sont susceptibles de changer, surtout au niveau du cristallin, et que nous n'avons pas d'accès en zone réglementée, on a démontré dans cette évaluation qu'on n'avait pas forcément de risque, et de ce fait, il n'y a pas forcément besoin de mettre une démarche de prévention spécifique liée au risque rayonnement ionisant, et c'est fini. On n'aura plus rien à faire après derrière, on n'aura aucune démarche supplémentaire. Le cas où ça peut le plus arriver, ça reste si on a des cabines autoprotégées. C'est-à-dire c'est des équipements qui sont déjà protégés de base, qui peuvent être dans une salle, mais dont la structure empêche toute diffusion du rayonnement à l'extérieur. De ce fait, à l'époque, à cette époque encore aujourd'hui, on pourrait considérer qu'on aurait, Ouais, voilà, c'est ça, c'est bon. Ok, je vous remercie. on pourrait dire, excusez-moi, j'ai coupé le micro le temps que, on pourrait considérer qu'on a encore une zone réglementée à l'extérieur, ou même on dit on va mettre des dosimètres pour s'assurer que. Là, si on arrive à prouver qu'avec l'utilisation de la machine, dans des conditions normales de travail, on est en dessous des limites réglementaires et en plus on n'accède pas en zone réglementée, on n'aurait aucune démarche de prévention à mettre en place pour ce type d'équipement, à titre d'exemple. Par contre, à l'inverse, deux cas de figure. Soit on arrive à prouver d'un point de vue documentaire qu'on ne dépasse pas les valeurs limites, mais on a un risque d'accéder, ou on accède à une zone réglementée, ou dans le cas où on est sûr de dépasser les limites réglementaires. Dans ce cas-là, on fera une deuxième évaluation avec des niveaux d'exposition par le mesurage. C'est la nouvelle terminologie qu'on emploie, que l'on doit employer donc prochainement, donc le mesurage. Et à partir de là, on pourra mettre en place une organisation de la radioprotection. Voici un petit peu pour la démarche. Pour les acteurs, voici un petit peu les acteurs qu'on pourra avoir. Donc le premier acteur, ça sera toujours l'employeur. Il sera toujours le responsable de la prévention des risques liés aux travailleurs. Donc il sera toujours la personne qui sera le plus concernée vis-à-vis du risque rayonnement ionisant, entre autres. On a un nouvel acteur, je pense que vous en avez entendu parler, on en a commencé à en parler quand le décret sur les champs électromagnétiques est apparu, c'est le salarié compétent. C'est un salarié qui participe à la démarche de prévention des risques au sein de l'établissement et qui est le conseiller de l'employeur vis-à-vis d'une démarche de prévention des risques. Ensuite, on a la personne compétente en radioprotection également, qui est toujours l'acteur spécifique avec l'expertise liée au risque rayonnement ionisant, qui peut être différent du salarié compétent.
et deux nouveaux deux acteurs extérieurs, excusez-moi. Donc l'OCR, l'organisme compétent en radioprotection, donc qui sera un organisme certifié, un peu comme dans la formation personnes compétentes en radioprotection, où on est certifié en tant qu'organisme. Donc là, on certifiera les organismes compétents en radioprotection qui pourront répondre aux obligations réglementaires et aider l'employeur à mettre en place les démarches de prévention. Donc ça, c'est la nouveauté. Et également donc l'OVA, donc l'organisme vérificateur accrédité, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, qui aura un rôle exclusivement pour les vérifications techniques initiales, qui sont en gros les contrôles de mise en service que l'on fait aujourd'hui, qui sont faits par les personnes compétentes en radioprotection. Donc au niveau des acteurs, comme je vous disais, l'employeur reste et sera toujours le responsable de l'évaluation des risques. C'est lui qui doit définir et qui doit indiquer votre niveau d'exposition. Et pour cela, il va s'appuyer sur le salarié compétent, qui lui organise la prévention au sens large. Le salarié compétent n'est pas forcément compétent sur un risque spécifique. Il peut être compétent sur une démarche générale de prévention des risques. Et il peut réaliser aussi l'évaluation des risques professionnels si cela fait partie de ses missions. Et enfin, en fonction des résultats de l'évaluation des risques, comme on a vu tout à l'heure, on mettra en place une organisation, soit avec une personne compétente en radioprotection, soit avec un organisme compétent en radioprotection, soit également avec les deux. Ce sera possible également qu'on ait à la fois la PCR, également assisté par un organisme compétent en radioprotection. Donc il sera possible de nommer plusieurs salariés compétents. Ça, les salariés compétents, ça, on peut en avoir plusieurs au sein d'un établissement. Possibilité aussi pour le salarié compétent d'être la PCR. Ça peut aller, on peut avoir les deux compétences également. L'organisme compétent en radioprotection peut remplacer ou accompagner la PCR dans un établissement. Et l'employeur peut être la PCR, ça sera défini dans le futur code du travail, sauf s'il y a évolution bien sûr, s'il y a moins de 20 salariés au sein de l'établissement. Sinon, quoi de neuf pour la PCR? La PCR, donc tout ce qui est défini dans le décret, ne pourra subir de discrimination en raison de son statut. Donc ça, c'est un peu la nouveauté, ça n'apparaissait pas dans le décret actuel. En gros, voilà, la PCR maintenant aura un statut bien défini et il ne pourra pas subir de discrimination là-dessus. Même si ce n'est pas considéré encore officiellement comme un métier, ça reste une fonction en plus d'un métier au sein d'un établissement. Donc le CSE, donc le comité social et économique, donc ce qui remplace le CHSCT aujourd'hui, à savoir que dans le code du travail à l'heure d'aujourd'hui, le CHSCT a disparu et a été remplacé par ce fameux comité social et économique, sera consulté sur l'organisation retenue par l'employeur en termes d'organisation de la radioprotection. On devra aussi consigner les conseils formulés à l'employeur. Ça, c'est maintenant inscrit dans le code du travail. Pour ceux qui ont suivi les formations personnes compétentes en radioprotection avec nous, c'est ce qu'on répète en général, c'est de toujours consigner toutes les actions que l'on fait, tous les éléments qu'on remonte à l'employeur pour pouvoir avoir une trace de ce qui est fait. Là, ça sera imposé dans le code du travail avec cette obligation de consigner tout ce qui est remonté auprès de l'employeur. Donc une extension de ces missions, également liée à l'environnement. On parlait du radon un petit peu tout à l'heure, et on va voir aussi d'autres choses en fonction de notre ampleur de risque. Et la PCR aura aussi accès, normalement, à la dosimétrie équivalente, donc tout ce qui est des bagues, qu'à l'heure d'aujourd'hui on n'a pas forcément. On peut avoir accès par rapport aux plateformes de dosimétrie qui sont fournies par les organismes de dosimétrie. Et également pour avoir accès à la dosimétrie interne en accord avec le médecin du travail. Donc ça, c'est un petit peu les nouveautés qu'on a retrouvées vis-à-vis du décret. On vous a mis un petit peu les missions qu'on est susceptible de retrouver. Toujours, c'est du conditionnel. Il peut y avoir des évolutions par rapport entre la publication des décrets et cette présentation. Je préfère toujours le rappeler. Donc la PCR ou l'organisme compétent en radioprotection réalise ou supervise donc des mesurages. En gros, ce qu'on faisait à l'heure d'aujourd'hui, des vérifications de l'efficacité des dispositifs et technologies de protection et des mesurages des niveaux d'exposition des lieux de travail. C'est en gros les mesures qu'on pourrait faire, je fais un peu en gros, les mesures que l'on réalise dans les contrôles de radioprotection pour s'assurer qu'on est bien toujours en zone non réglementée par exemple et que nos zonages sont toujours cohérents. Et l'étalonnage périodique des instruments de mesure et vérification périodique de leur bon fonctionnement. Ça, c'était déjà à l'heure d'aujourd'hui dans le Code du travail.
La PCR aura un rôle de conseil également, par exemple sur la conception de l'installation et des dispositifs de sécurité destinés à prévenir les risques liés au rayonnement ionisant. Ça apparaissait pas dans l'ancien décret, c'est quelque chose qui est un peu nouveau. Et c'est vrai qu'en formation PCR, on vous présentait déjà la conception d'une installation, ce qu'il fallait, les signalérations lumineuses. C'est vrai que c'était pas marqué dans le décret, que c'était dans le code du travail aujourd'hui, que c'était à vous de le faire. Là, ça sera vraiment bien défini, que vous aurez un rôle de conseil par rapport à la conception de l'installation vis-à-vis de la classification des travailleurs, ça ne change pas, et de la préparation, de la préparation aux situations d'urgence radiologique. Et enfin, la PCR participera à l'évaluation des risques professionnels, à la délimitation des zones réglementées, l'évaluation individuelle des risques, la définition et la mise en œuvre de mesures de prévention individuelle, définition et mise en œuvre aussi de la formation à la sécurité des travailleurs, surveillance de l'exposition des travailleurs et à la coordination des mesures de prévention relatives à la radioprotection, comme par exemple pour les entreprises extérieures. Donc ça, c'est des choses qui étaient déjà prévues à l'heure actuelle. Donc voilà un petit peu pour cette partie numéro 2. Donc sur la partie 3, sur les nouveautés que l'on va avoir. Donc le principal quand même, c'est le radon. Donc une prise en compte vraiment du radon dans les évaluations des risques, ça sera obligatoire entre guillemets, hein. C'est-à-dire qu'on devra retrouver dans les résultats de votre évaluation des risques la notion du radon. Est-ce que vous êtes concerné? Et si vous êtes concerné, qu'est-ce que vous avez mis en place pour l'évaluer et quels sont les résultats de cette évaluation? Alors d'aujourd'hui, il y a 31 départements qui sont concernés par rapport à un risque radon, à la fois pour le public, mais également pour les travailleurs. Sachant que toutes les informations concernant le radon, on pourra peut-être en parler si vous avez des questions, mais le site de l'IRSN est quand même très complet sur le sujet du radon, sur les départements à risque et sur ce qu'il faut faire en termes d'évaluation. Toujours au niveau des nouveautés, donc les limites réglementaires, ces fameuses valeurs limites d'exposition professionnelle, donc toujours au cours des 12 mois consécutifs. Pour le corps entier, les extrémités et la peau, il n'y a pas de changement au niveau des valeurs. Là où ça change, c'est au niveau du cristallin. Alors ça, c'est vraiment les dernières infos, j'ai pas eu d'autres modifications depuis un certain temps. C'est que donc la limite pour le cristallin serait bien la limite à 20 millisieverts, donc sur 12 mois consécutifs. Par contre, au niveau de la catégorie B, donc ça serait pile poil 15 millisieverts, c'est-à-dire qu'entre 15 et 20, on passerait en A, et en dessous de 15 millisieverts, on serait non classé. En gros, on n'a pas de limite catégorie B pour le cristallin. C'est soit on est en dessous de 15, et donc ça sera les autres parties, soit corps entier, soit les extrémités, qui feront notre classement, soit on est supérieur à 15, donc on sera forcément en A. Voilà au niveau du cristallin. Sachant que ça, c'est toujours pareil, susceptible d'évoluer également sur cette partie. Ce qui est sûr, par contre, d'un point de vue décret, parce que ça c'est défini dans la directive européenne, c'est que la dose au niveau du cristallin va diminuer et sera certainement à 20 millisieverts en limite réglementaire à ne pas dépasser. Au niveau du zonage, quelques nouveautés également. Donc déjà, les valeurs de limite réglementaire du zonage devront être inscrits dans le code du travail. Devraient être inscrits, excusez-moi, dans le code du travail. Aujourd'hui, ils sont dans un arrêté appelé l'arrêté de zonage de 2006. Donc demain, on retrouverait les limites réglementaires directement dans le code du travail. Donc avec comme évolution des limites réglementaires qui vont passer en mensuel pour la limite entre la zone surveillée et la zone contrôlée verte, et la limite de la zone contrôlée verte et les zones contrôlées jaunes. On passerait donc à 1,25 millisieverts sur un mois au lieu des 7,5 et à 4 millisieverts sur un mois au lieu de 25 en une heure. Par contre, les valeurs pour la limite zone contrôlée jaune et la zone interdite rouge resteraient toujours en une heure de travail. Donc ça, c'est ce qui ne changerait pas. En termes du côté pratique, qu'est-ce que ça va changer pour vous, ce changement de zonage? C'est censé refléter plus une réalité d'exposition au sein des établissements. Vraiment précisément pour tout ce qui est utilisation de générateurs à rayons X, où c'est vrai qu'en une heure, on prenait une activité dite maximale et on peut se retrouver avec une valeur un peu surévaluée. Donc l'objectif de le mettre sur un mois, de ce que j'ai compris, c'est que ça permettait un petit peu d'étaler, de dire voilà comment je travaille sur un mois et je fais mon zonage à partir de ça. Je vais pas vous mentir, j'ai fait sur un exemple sur un scanner à appliquer ces nouvelles limites réglementaires. En gros, on passait d'une zone contrôlée jaune qui était à 6 mètres, bon, on la passe à 4,2 à peu près mètres. C'est juste une notion de distance, mais mon scanner sera toujours en jaune. Sur le fond, ça changera pas grand-chose, ça sera juste au niveau du calcul, au lieu de parler en une heure, on parlera sur un mois.
Pour d'autres activités, ça peut avoir une influence. Après, voilà, après, ça va pas faire de grosses modifications quand même à ce niveau-là. Toujours sur le zonage, l'évolution, alors c'est la susceptible disparition de la notion d'intermittence. Ça c'est un peu le point embêtant, on va dire, pour le domaine médical, pour tout ce qui est avec générateur RX. J'exclus les blocs opératoires, parce que moi je préconise au bloc opératoire de ne pas mettre cette notion d'intermittence. J'ai une zone contrôlée verte ou une zone contrôlée jaune, ben je l'indique comme fixe, c'est-à-dire j'allume mon générateur est sous tension, je suis en zone contrôlée. Comme ça, tous mes intervenants qui ont un mouvement dans la salle porteront toujours le dosimètre passif, le dosimètre actif et les équipements de protection que j'aurais recommandé moi en tant que PCR au sein de mon établissement. Ce qui pourrait être plus contraignant, si cette notion d'intermittence disparaît, ça serait pour, par exemple, je pense au scanner. Au scanner, on n'a plus de notion d'intermittence, c'est-à-dire que si j'ai défini une zone contrôlée jaune, ma zone contrôlée jaune, elle est tout le temps présente. Et de ce fait, mes manipulateurs devront toujours avoir un dosimètre passif et actif quand ils rentreront en zone pour aller installer un patient ou autre. Donc ça reste encore en discussion, c'est des choses qui peuvent encore évoluer, je ne sais pas ce qui est prévu à ce niveau-là, j'ai peu de retours de son là-dessus, mais voilà, un petit peu les retours que j'avais là-dessus. La création d'une zone aussi dite zone radon également, quand on dépassera la valeur limite réglementaire, on devra considérer donc une zone radon avec un risque qui devra être évalué un peu derrière. Un zonage d'extrémité qui sera toujours existant, mais qui ne sera pas obligatoire si le poste de travail, quand on considère poste de travail, c'est-à-dire que le corps entier, est compris dans une zone réglementée. C'est-à-dire que si on a le corps entier dans une zone réglementée, on ne sera pas obligé de faire un zonage d'extrémité. Ça concerne, je prends l'exemple, comme je vous disais un petit peu, des cabines autoprotégées, etc., où on pourrait potentiellement avoir les mains dans une zone réglementée, mais on ne pourrait pas avoir l'ensemble du corps. Dans ce cas-là, il faudrait faire un zonage dit d'extrémité. Et également, ce ne serait pas obligatoire si les mesures organisationnelles permettent de maîtriser l'exposition des extrémités et de garantir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle. Et enfin, donc la fiche d'exposition disparaîtrait, toujours du conditionnel, donc disparaîtrait au profit d'une autorisation d'accès pour les travailleurs non classés. C'est-à-dire que si on considère un travailleur non classé, c'est-à-dire qu'il n'est ni catégorie A ni catégorie B, mais qu'il accède régulièrement à une zone réglementée, il faudra une autorisation d'accès justifiée par l'employeur et avec une information adaptée là-dessus. Sachant que le classement fera office directement d'autorisation d'accès. Toujours parmi les nouveautés, donc les contrôles de radioprotection comme on les connaît à l'heure d'aujourd'hui seraient susceptibles d'évoluer. C'est-à-dire qu'on ne parlerait plus de contrôle, on parlerait de vérification et mesurage. Donc disparition de ces fameux contrôles de radioprotection au profit de ces vérifications et mesurages. La vérification et mesurage initiaux, les vérifications et mesurages initiaux, excusez-moi, des installations, c'est-à-dire dès l'ouverture d'une nouvelle salle, d'un nouveau cabinet, d'un nouveau service ou changement d'équipement ou autre, pourront être réalisés par un organisme vérificateur accrédité. Aujourd'hui, c'est la personne compétente en radioprotection qui peut le faire. Demain, pour la vérification initiale, ça sera un organisme vérificateur accrédité, différent des organismes agréés. C'est vraiment un nouvel acteur. La vérification périodique sera définie par l'employeur et réalisée par son conseiller, donc PCR ou OCR. Il pourra peut-être y avoir, en fonction de l'ampleur du risque, une périodicité imposée réglementairement. Je prends l'exemple d'un cabinet dentaire. Pour un cabinet dentaire, je pense qu'il réglementairement, il n'y aura pas de périodicité définie, et c'est l'employeur qui définira, je ferai une vérification et mesurage tous les 1, 2, 3 ans, en fonction de ce qu'il voudra mettre et de son ampleur du risque. Et les vérifications et mesurages, entre guillemets, externes, qui seront réalisés par un organisme agréé en radioprotection, seront faits à la demande ou périodiquement pour les risques à enjeu importants. Donc ça sera une décision, à mon avis, de l'autorité de sûreté nucléaire qui définira quels sont les risques à enjeu importants qui auront pour obligation de faire ces fameuses vérifications et mesurages externes. En gros, ça correspond à nos contrôles externes de radioprotection aujourd'hui. Donc on pourrait supposer que dans le futur décret, les contrôles internes, donc les vérifications et mesurages internes, seraient faits en fonction de la périodicité définie par l'employeur, et les contrôles externes disparaîtraient en fonction de l'ampleur du risque, sans savoir à l'heure d'aujourd'hui, si vous avez des questions là-dessus, de qui serait concerné par ces contrôles externes avec une certaine périodicité. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse sur cette thématique-là.
Des nouveautés au niveau des régimes administratifs. Donc aujourd'hui, on connaît deux régimes administratifs, la déclaration et l'autorisation. Demain, donc avec le décret du Code de la santé publique, on passera à trois régimes administratifs. Donc la déclaration qui concernerait la radiologie dentaire et conventionnelle, ce qu'on voit aujourd'hui. L'autorisation qui reste toujours, qui concernerait la radiothérapie, la curithérapie et la médecine nucléaire, si on est dans le domaine médical par exemple. Et l'enregistrement, donc le petit nouveau, qui concernerait le scanner et la radiologie interventionnelle. L'enregistrement serait considéré comme une autorisation dite simplifiée, c'est-à-dire qu'elle serait un peu moins lourde en termes de mise en œuvre auprès de l'autorité de sûreté nucléaire. Par contre, on ne pourra pas exercer une activité nucléaire tant qu'on n'aura pas cet enregistrement par l'autorité de sûreté nucléaire. C'est pour ça qu'ils appellent ça une autorisation simplifiée. C'est-à-dire que en radiologie interventionnelle, j'ai un arceau, il faudra que j'attende l'enregistrement de mon arceau officiel pour pouvoir l'utiliser. Pas comme aujourd'hui où j'ai un arceau, il est dans ma clinique, tiens, je peux commencer à l'utiliser de suite et je ferai ma déclaration après. Donc ça va être un petit peu les changements qui se prévoient, qu'on aurait. Voilà un petit peu pour les nouveautés qu'on a pu repérer, qu'on a eu comme retour d'expérience, comme retour également un peu de bruit de couloir à droite à gauche sur ces décrets. On va passer à la série de questions-réponses maintenant. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Vous pouvez poser vos questions par le chat, ou bien vous pouvez réactiver votre micro et puis la poser directement. Alors, comment évaluer la zone radon? Alors, la zone radon, donc il y aura une limite réglementaire qui sera fixée. Je vous avoue qu'aujourd'hui, de ce que j'ai pu moins lire un petit peu sur les évaluations, c'est que les obligations liées au département et donc aux établissements qui accueillent du public, ils ont une obligation de faire un contrôle de l'exposition au radon. En gros, de mon souvenir, parce que je suis pas très calé là-dedans, c'est la question piège, je crois qu'ils font une analyse au niveau de l'air ambiant, c'est-à-dire qu'ils vont aspirer de l'air dans une machine qui va venir sur un filtre et ils vont compter ce filtre pour connaître donc l'activité présente dans l'air à l'heure d'aujourd'hui. Donc possiblement à l'heure d'aujourd'hui, je pense que les établissements ne pourront pas se doter de matériel comme ça pour évaluer la qualité de l'air dans leur établissement et devront faire appel à des organismes qui peuvent faire ces mesures-là. À l'heure d'aujourd'hui, il y a des organismes agréés qui peuvent le faire pour vous donner déjà une idée de cette évaluation. À savoir que pour savoir si vous êtes considéré ou non par le radon, la première chose à faire, et ça c'est le côté un peu évaluation documentaire, moi je vous conseille d'aller directement sur le site de l'IRSN qui est vraiment très précis sur cette partie, excusez-moi, et qui indique les 31 départements concernés par le risque radon à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment une évaluation, une mesurage de la qualité de l'air derrière. Alors, c'est comme tout, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que si on ne parle pas du radon, et que c'est vrai que c'est un sujet assez important, chaque établissement qui accueille un générateur RX ou une source de rayonnement devrait avoir un appareil de mesure. Il n'y a pas d'obligation de posséder un appareil de mesure. Par contre, il faut en avoir à disposition en tant que de besoin. Donc soit vous connaissez une personne qui a déjà le matériel et qui vous le prête, mais de là à vous doter d'une machine pour faire la mesure de radon, je n'ai pas vu dans la version que j'ai eue qu'on allait imposer d'avoir une machine, un équipement pour mesurer le radon. Par contre, à un moment, pour savoir où on en est en termes d'activité par mètre cube dans notre installation, il faudra faire une mesure. Donc faire appel à quelqu'un ou louer une machine qui permet de faire ces mesures de radon. En général, je pense que les établissements feront plutôt appel à un organisme, à une entreprise extérieure pour faire ces calculs-là, parce que voilà, il y a tout le parti mesurage et tout ça après derrière effectué qui peut être un peu compliqué si on n'a pas trop le temps. Faudra-t-il évaluer le risque radon dans tous les locaux ou uniquement dans les locaux où sont utilisés les générateurs? Alors ça serait vraiment dans tous les locaux, parce que, et principalement ce qui est considéré, c'est tout ce qui est sous-sol et rez-de-chaussée, de mon souvenir de ce qui est prévu dans les futures réglementations. C'est-à-dire qu'à l'étage, normalement, avec l'aération et tout ça, il y a moins de risques. Et là où il y a le plus de facteurs de risque, c'est surtout dans les sous-sols. C'est-à-dire que dans les départements à risque, où il y a des sous-sols peu aérés ou très mal aérés, où le renouvellement d'air est assez compliqué, c'est là où on a le plus gros risque vis-à-vis du radon.
C'est là où il faut surtout contrôler. Mais c'est dans vraiment dans tout le sous-sol. Il n'y a pas que lié au générateur, c'est vraiment là où on a des travailleurs. Et également du public, parce que ça a quand même un intérêt aussi pour le public, si jamais il y a des personnes qui interviennent. Et le rez-de-chaussée a été, je crois que, alors je sais pas si c'est officiellement ajouté ou pas, hein, vous avez qu'il y a beaucoup de changements ou de changements en cours, et je sais que le rez-de-chaussée doit être évalué également pour la prise en compte du public après derrière. Donc vraiment, il faut considérer tous les locaux. Alors, si des personnes non exposées brancardiers sont autorisées à entrer en zone réglementée par le Cheyenne, devront-ils être équipés de dosiers passifs et ou opérationnels? À l'heure d'aujourd'hui, c'est déjà malheureusement un peu le cas. Aujourd'hui, pour les personnes non classées qui accèdent à une zone réglementée, on a la circulaire du 21 avril 2010. Alors pour ceux qui ont fait les formations PCR avec nous, ils ont l'habitude de cette circulaire-là. Il y a un point qui est assez intéressant sur les travailleurs non classés qui accèdent occasionnellement à une zone réglementée. Donc il faut définir déjà ce qu'est la terminologie de occasionnel. Est-ce que c'est une fois par mois, une fois par semaine, une fois par an, etc. Et effectivement, si les brancardiers ou les personnes qui sont non classées interviennent régulièrement en zone réglementée et qui ne sont pas classées, il faudrait aujourd'hui avoir un dosimètre passif, au moins pour la zone surveillée. Demain, si on considère qu'il n'y a plus de la notion d'intermittence et que c'est toujours des zones contrôlées, possiblement, oui, il faudrait avoir les deux. Donc voilà. Après, sur la future réglementation, c'est toujours pareil, ça dépendra de la manière dont c'est organisé, comment elles sont évaluées. Il faudra les tenir compte dans l'évaluation du risque pour pouvoir définir si oui ou non il faut mettre en place des moyens de prévention spécifiques pour ces personnes-là. Donc la réponse aujourd'hui, je pense que sur cette partie-là, ça ne changera pas par rapport au fonctionnement d'aujourd'hui. Alors je ne sais pas si à l'heure d'aujourd'hui les brancardiers et tout ça ont des dosimètres et qui rentrent régulièrement en zone. Voilà, c'est un petit peu, c'est vraiment le cas par cas en fonction des sites et de la façon de comment vous travaillez. Il y a des sites où, par exemple, il y a 40, 50 brancardiers et de ce fait, ils rentrent une fois en zone réglementée par an. Donc, effectivement, si on a bien évalué le risque, on s'assure qu'ils prennent moins de 1 millisievert, en s'aidant de cette circulaire, il n'y aurait pas besoin de mettre de dosimétrie. Il y a des sites où c'est 3-4 qui sont dédiés et qui sont régulièrement dans le service radio ou qui amènent des patients. Dans ce cas-là, oui, il faut qu'ils aient un dosimètre lorsqu'ils accèdent en zone pour aider à positionner le patient. Alors, j'ai eu beaucoup de questions en même temps. Faudra-t-il évaluer le risque radon? Non, celle-là, on l'a déjà faite. Oui. Est-il prévu un texte, comme pour les physiciens, permettant de quantifier le nombre nécessaire de PCR pour un établissement, étant donné la surcharge de travail pour le radon? Absolument pas. Ou si c'est prévu, je suis pas au courant. Non. Alors la question de la charge de la PCR par rapport à ces activités, c'est très dépendant. Les moyens ne seront pas fixés réglementairement. C'est à l'employeur de définir les moyens mis à disposition de la PCR pour pouvoir réaliser ses missions, en termes de temps, en termes de matériel, en termes peut-être d'accompagnement. Ça, c'est vraiment, il n'y a rien qui fige ça. Parce que c'est dépendant d'un site ou un autre. Il y a un site qui peut avoir un accompagnement par une entreprise extérieure, soit par le futur organisme compétent en radioprotection, qui aura besoin de moins de temps ou moins de matériel qu'une personne qui est à temps plein et qui a une grosse activité derrière. Ça, malheureusement, ça restera à l'employeur de le définir par rapport à son risque, par rapport à l'évaluation du risque et des moyens de prévention à mettre en œuvre derrière. Donc, je n'ai pas entendu d'élément qui va dans le sens d'avoir un texte qui figerait vraiment les moyens à mettre en œuvre pour les PCR. Concernant le radon, la question qui peut se poser, alors ça fait peut-être partie des évolutions ou des choses qui sont encore à bouger. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que toute PCR, quel que soit son niveau, quel que soit son secteur, sera confrontée à ce risque radon et devra l'évoluer. De ce que nous on a entendu, parce que comme on est organisme compétent, on est organisme certifié pour la formation aux personnes compétentes en radioprotection, on sait déjà que le radon sera un enjeu important et qu'il faudra le mettre de manière importante au sein de nos formations. Donc nous, on va faire évoluer nos formations pour prendre beaucoup plus en compte ce risque radon, quel que soit le niveau des PCR. Après, ça va peut-être évoluer et il y aura peut-être des PCR avec spécification radon. Ça m'étonnerait, j'y crois pas trop, mais bon, on pourrait le retrouver. Il y avait une autre question, c'était est-ce que le recours à un ECR sera-t-il conditionné au nombre de travailleurs classés ou à la taille de l'établissement?
Tu peux me le répéter, s'il te plaît? Excuse-moi. Oui, est-ce que le recours à un OCR sera Oui. conditionné par le nombre de travailleurs classés ou bien par la taille de l'établissement? Ce n'est pas. Alors, moi, de ce qu'on a vu, ce n'est pas défini non plus. Comme en lecture que j'ai faite, c'est qu'on peut limite avoir un établissement avec qu'un organisme compétent en radioprotection et pas forcément de PCR, quelle que soit la nature de l'activité et sa structure. Après, voilà, il faudra que l'organisme compétent soit certifié sur le domaine d'activité, à mon sens. À l'heure d'aujourd'hui, le texte sur les organismes compétents en radioprotection est en cours d'écriture, donc on a peu d'informations sur ce sujet-là. Mais non, ça ne sera pas conditionné. Il y aura peut-être des limitations dans le futur, mais j'en ai pas entendu parler. Peut-être que l'autorité de sûreté nucléaire voudra mettre un peu de limite là-dessus aussi, pour pas se retrouver avec des établissements, avec des organismes compétents en radioprotection partout. Alors, il y avait une remarque qui rejoignait ce que tu as dit dans ta présentation, c'était concernant la fiche d'exposition. Oui. Donc, on nous disait que la fiche d'exposition ne disparaît pas vraiment, mais devrait être remplacée par une évaluation individuelle des expositions qui contiendrait les mêmes infos. Alors, ça, oui, c'est par rapport au retour. À chaque fois, effectivement, j'ai entendu parler de ça aussi. Moi, la fiche d'exposition, comme je vous ai dit, hein, elle disparaîtrait au profit, pour moi, d'une autorisation d'accès ou de quelque chose qui reflèterait l'exposition. Je suis assez d'accord là-dessus. Après, voilà, enfin, sur cette partie-là, on va dire, moi, j'ai des informations à un. Après, effectivement, au fur et à mesure, je sais que sur d'autres présentations de la DGT, il y a des choses qui évoluent, etc. Donc après, moi, j'ai envie de dire pour cette partie-là, qui limite, enfin, c'est un avis personnel, mais c'est un moyen qui nous permettra, en tant que PCR, de connaître l'exposition des travailleurs et qu'eux-mêmes puissent connaître leur exposition. Pour moi, en tant que PCR, le plus efficace reste est-ce que j'arrive à optimiser les doses au niveau de mes travailleurs et qu'est-ce que je peux mettre en place comme moyen de prévention pour diminuer cette dose-là, sur cette partie-là. D'accord, donc une question aussi, est-ce qu'il pourrait y avoir un salarié compétent et un OCR et ne plus avoir de PCR? Euh, de ce que Un j'ai salarié compris, compétent et un OCR. oui, ça serait possible. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y aurait un salarié compétent. Ça, par contre, il peut être externalisé. Donc, c'est le salarié compétent est en interne, donc nommé avec ses missions dans un cadre de démarche de prévention des risques. Ça peut être un intervenant en prévention des risques professionnels, un IPRP, pour ceux qui connaissent un petit peu le terme, qui pourrait le remplacer. Il vaut mieux avoir un salarié compétent quand même en interne de l'établissement et avoir un organisme compétent en radioprotection sous la responsabilité de l'employeur et aidé par le salarié compétent pour pour l'organisation de la radioprotection au sein d'un établissement. Moi, de ce que j'ai lu en premier lieu, hein, c'est toujours pareil, c'est du conditionnel, c'est que ça serait faisable et il n'y aurait pas de limite de dire bah tiens c'est que pour du dentaire. C'est pas comme les PCR externes à l'heure d'aujourd'hui. Aujourd'hui les PCR externes ont des obligations. Si on veut externaliser, c'est sous certaines conditions, etc. Demain pour les OCR, vu que le texte n'est pas encore sorti, c'est un peu compliqué d'apporter une réponse juste sur cette partie-là. Mais de ce que j'ai lu en première lecture, c'est possible. D'accord, bon, je pense que ça répond à la question. Est-ce que si un établissement a plusieurs PCR, est-ce que ces PCR doivent se regrouper en OCR et ainsi se faire certifier? Ah non, 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 non. Si c'est plusieurs établissements si c'est plusieurs Plusieurs PCR au PCR. sein d'un établissement, vous regroupez en tant que service compétent en radioprotection, comme ça l'est défini dans le Code du travail aujourd'hui, et vous travaillez en tant qu'organisme compétent, en tant que service compétent. L'organisme compétent en radioprotection, c'est vraiment des entreprises extérieures. Enfin, en gros, c'est de e-santé à l'heure d'aujourd'hui. On accompagne en radioprotection et physique médicale. Demain, pour vraiment vous apporter en plus en termes de qualité vraiment cette partie-là, enfin, on va être organisme compétent en radioprotection pour vous assister. C'est plus sur le côté entreprise extérieure ou entre guillemets remplacement de la personne compétente en radioprotection externe à l'heure d'aujourd'hui. Concernant le salarié compétent, quelles sont ses obligations de formation? Donc, je Il pense n'y qu'on a peut se faire pas une idée. Alors, il n'y a pas d'obligation de formation. Les formations sont à la demande de la personne qui sera nommée en tant que salarié compétent. Et ensuite, l'employeur lui donne les moyens en termes de formation et de compétences pour pouvoir effectuer ses missions derrière. Moi-même, j'ai été certifié pour former des salariés compétents. Donc, c'est une formation qu'on est en train d'évaluer à monter au sein de notre établissement pour pouvoir former des salariés compétents qui sont déjà désignés au sein de leur établissement dans un cadre de démarche de prévention des risques professionnels et aussi à l'évaluation des risques professionnels. Mais voilà, on n'est pas comme la PCR où il y a un diplôme. Là, on peut être salarié compétent,
Mais dès lors Complètement. qu'on l'est, il faut demander à son employeur les formations Tout à fait. qu'on estime Ou nécessaires. alors, en tant que salarié compétent, on a déjà les compétences en termes de prévention des risques professionnels, de démarches de prévention, etc. Et on peut le conseiller en fonction des missions qui ont été confiées à l'employeur. Faites attention avec le salarié compétent, les missions ne sont pas définies réglementairement. C'est pas comme la PCR, comme je vous ai présenté avec les tableaux en disant ben, la PCR fait ça, elle conseille sur ça et elle participe à ça. Pour le salarié désigné compétent, ce n'est pas indiqué réglementairement. Il n'y a pas de mission il n'y a pas de mission définie réglementairement. Et concernant tout ce qui a été dit, pour quand sont prévus tous ces changements? Alors, les changements sont prévus, comme je vous ai dit. Alors, les décrets pourraient paraître fin du premier semestre 2018, du dernier retour que j'ai eu. Bon, les informations, je ne vais pas vous mentir, je les ai eues sur le site du RP Circus, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Bonne source d'informations en certains cas, mais je l'ai eu sur deux retours, donc je juge que les informations sont correctes, puisque j'ai eu 200 cloches identiques. Donc, fin de premier semestre 2018, publication, et mise en application officielle le 1er janvier 2019. Avec une période transitionnelle. J'espère qu'on a répondu à tout le monde. Je crois pas qu'on ait pas cette question. Nous sommes encore là, hein, si vous avez besoin. Donc n'hésitez pas. Sinon, tu peux déjà parler du questionnaire de satisfaction aussi. Donc, à la suite de cette présentation, on va vous envoyer, ou on vous a déjà envoyé, On l'a déjà envoyé. on vous a déjà envoyé un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à y répondre. Ça nous permet de nous améliorer, de voir ce qui nous a pas plu. Donc, merci de nous rendre 5 minutes donc, pour donner votre avis. Il compte pour nous. Voilà, puis si vous avez des questions, hein, de toute façon, on reste là encore. N'hésitez pas. J'espère que c'était utile pour vous. Je crois qu'il y a des gens qui ont déjà participé à d'autres classes virtuelles, donc merci à eux de revenir. On espère que vous reviendrez pour les prochaines classes virtuelles. Je vais les deux secondes, je vais le faire. Par contre, si tu veux Ah, pas. une petite question qui vient d'arriver. Que pensez-vous de l'avenir des dosimètres opérationnels? Alors, bah, les dosimètres opérationnels, pour moi, ils seront toujours présents. Principalement, alors, en fonction des domaines, je pense par exemple à la médecine nucléaire, bloc opératoire, ça on les retrouvera toujours. Il y a quand même, ça a quand même une importance en termes de seuil d'alerte pour s'assurer qu'il n'y a pas un dépassement de certains niveaux d'exposition. Par contre, une chose qui est sûre, enfin, il paraîtrait qu'au niveau du CISRI, il n'y aurait plus d'obligation de transmettre les, les, les résultats de dosimétrie active, sauf pour certaines spécialités qui seront définies après derrière. Mais par exemple, voilà, si c'est pour une intervention de temps en temps, style maintien de patient ou autre, il n'y aurait plus d'obligation après de les transférer à CISRI de manière régulière. Donc c'était une fois par semaine à l'heure d'aujourd'hui. Par contre, pour des activités comme la médecine nucléaire, où ils le portent presque continuellement, là, il y aura toujours nécessité, à mon avis, de le transmettre. Mais ça va être encore défini, quelle ampleur de risque, à quel niveau, etc. Voilà. Oui, bah, moi, pareil, hein, mais c'est vrai que dans. Ouais. Voilà, de toute Bon, façon, bah, merci à vous de votre présence. Hein. Oui. voilà, puis comme je l'ai déjà dit, de toute façon, la vidéo de cette classe virtuelle sera publiée. Donc on vous enverra un lien. Donc du coup, juste une confirmation. Pour les dosimètres opérationnels, le zonage fait sauter la notion d'intermittence. Il deviendra indispensable d'en avoir sur soi pour le personnel de scanner. Alors, ça reste du conditionnel. Je vous ai dit, hein, sur la partie-là, c'est vraiment en discussion. Hein, sur cette partie. Moi, je ne vais pas présager de ce qui va sortir plus tard. C'est vrai que moi, quand j'ai posé la question oralement à une personne de la Direction générale du travail qui était venue faire une présentation, je lui ai dit, mais dans le domaine médical, donc si on considère qu'un scanner est en zone contrôlée jaune, ils devront toujours porter le dosimètre opérationnel. Et il m'a répondu oui, il dit, même quand il n'y a pas d'exposition. Ah, c'est une zone contrôlée jaune, donc il y a une exposition. Ah, non, c'est pas forcément comme ça, malheureusement. Donc voilà. Alors, on est très au conditionnel. Oh oui, j'ose espérer que ça change quand même. Hein. Je vais pas vous mentir que c'est. Enfin, il faut bien se rendre compte que pour la Direction générale du travail, le médical, scanner ou radiologie conventionnelle, parce que c'est là où c'est le plus concerné, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau par rapport à toute la radioprotection, aux installations nucléaires, etc. Donc cette notion d'intermittence, elle est vraiment spécifique qu'aux générateurs RX hein, à l'heure d'aujourd'hui.
Ah oui, pour cette partie-là, ça sent un petit peu la contradiction. On veut simplifier et après derrière on dit ah bah si on va mettre une double dosimétrie pour s'assurer que. Voilà, mais bon, c'est vraiment du conditionnel de chez conditionnel. Je veux pas qu'on dise après derrière ah bah tiens une personne de C2I a dit qu'on n'aurait plus de notion d'intermittence donc des zones des dosimètres actifs partout. Hein. Vraiment, on fait bien faire attention là-dessus. Voilà. Ça, c'est tant que c'est pas sorti officiellement, voilà, ça reste du très conditionnel. Et on va se dire, si c'est ça, ouais, ça va être embêtant. Si c'est pas ça, bah, je suis content de m'être trompé. On va le dire comme ça. J'ai peut-être très mal compris, hein, c'est possible aussi. J'ose espérer. Donc voilà. Bah, ce fut avec plaisir et je vous souhaite donc une bonne après-midi.